Alors, lorsqu'on m'a proposé d'animer ce débat, j'étais resté, moi, sur l'idée reçue, et sans doute est-ce que je suis très représentatif de l'opinion, selon laquelle l'augmentation de l'espérance de vie et l'innovation thérapeutique, eh bien, ça ne faisait que contribuer à l'aggravation des dépenses de santé. Et par conséquent, c'était essentiellement un centre de coût. Alors, je vous fais confiance pour démontrer sans doute l'inverse ce matin, c'est-à-dire qu'il y a une convergence entre l'espérance de vie, donc les dépenses de santé, les innovations thérapeutiques et la croissance du PIB. Alors, je vais me tourner d'abord vers Philippe Aghion, et peut-être de manière plus générale, avant d'entrer dans le détail de la santé, comment est-ce qu'on peut définir la notion de capital humain et pourquoi est-ce qu'il y a cet rapport, cette convergence entre le capital humain et le développement économique? Si vous voulez, les théories récentes, modernes de la croissance économique nous disent que, en fait, un moteur, disons, de la croissance de long terme, c'est l'innovation au sens large. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'au début, on se disait, ben voilà, l'accumulation de facteurs, l'accumulation de capital, c'est comme ça qu'on peut croître. Mais on s'est rendu compte, et Robert Solow, prix Nobel d'économie, déjà l'avait montré dans la fin des années 50, que l'accumulation de capital a ses limites, et qu'en fait, si on veut soutenir une croissance de long terme, les ressorts de la croissance, c'est quand même l'accumulation de savoir, et la transmission du savoir. C'est-à-dire que nos sociétés à nous, les sociétés plus avancées, eh bien, croissent parce qu'elles sont capables d'innover. Et les sociétés moins avancées croissent parce qu'elles sont capables d'adapter des technologies qui ont été inventées dans les pays plus développés, qu'elles adaptent. Par exemple, la révolution verte est un très bon exemple qui a permis à des pays émergents, des pays moins développés, d'adapter ces technologies chez eux et de générer de la croissance. Donc en fait, donc la première chose, c'est de dire l'innovation au sens large, l'imitation technologique, l'innovation technologique sont vraiment un facteur clé de la croissance. Et alors ensuite, on dit qu'est-ce qui favorise cette innovation? Eh bien, c'est un certain nombre de politiques ou d'institutions qui les favorisent, et différentes selon les contextes. Mais ce qui est vrai, c'est que eh bien, notamment, le capital humain est quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand on est doté de meilleur capital humain, là, on va voir ce que ça veut dire. Ça veut dire de gens mieux éduqués, mais également de gens moins malades, également, de gens plus aptes au travail. Ça permet, en fait, disons, à une économie d'absorber le savoir et de le traduire en technologie et en nouvelles méthodes de production. Et c'est ça que le capital humain permet de faire. Sans capital humain, vous pouvez difficilement, en fait, assimiler le savoir, générer du nouveau savoir et le traduire dans, en fait, des activités économiques nouvelles qui sont la source de la croissance. Et donc, c'est pour cela que le capital humain est important. Alors, évidemment, la dimension de capital humain auquel on s'est beaucoup attaché jusqu'à maintenant, c'est l'éducation. On a beaucoup maintenant réfléchi à l'éducation. Alors, par exemple, moi j'ai beaucoup essayé d'expliquer que l'éducation supérieure en France, c'était un gros problème. On avait de très bonnes grandes écoles, mais on n'avait pas l'université, on ne dépensait pas assez et on organisait mal nos universités. Et maintenant, c'est devenu un peu une tarte à la crème de dire, mais oui, il faut réformer l'université. Donc ça, c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect également, qui est tout aussi important, qui est la santé. Vous voulez des gens qui soient pas malades, vous voulez des gens qui aient une capacité cognitive qui soit élevée, vous voulez des gens qui puissent être flexibles, passer d'un job à un autre job. Pour avoir cette flexibilité, pour avoir cette capacité cognitive, pour avoir, eh bien, il faut des gens en bonne santé, quoi. Si vous avez des gens en mauvaise santé, eh bien, ils ne peuvent pas vraiment assimiler des connaissances nouvelles, ils ne peuvent pas investir durablement dans des entreprises parce qu'ils sont, ils sont, disons, handicapés donc l'idée maintenant, c'est de dire, maintenant, il y a toute cette dimension santé qui est aussi importante que l'éducation, qui mérite autant d'attention.
Et quand on voit la santé sous cet angle-là, alors à ce moment-là, on se dit, mais non, la santé, c'est au même titre que l'éducation, une source de création de valeur. Alors évidemment, elle a un coût, mais également, elle génère des externalités. C'est ce qu'on appelle des externalités, parce qu'un capital humain de bonne qualité, eh bien, c'est pas juste bon pour l'individu lui-même, c'est bon pour la société dans son ensemble, parce que ça fait progresser le bien-être dans la société. Et donc, il y a un bénéfice à ça. Et donc, quand on regarde le coût de la santé, comme quand on regarde le coût de l'éducation, eh bien, il faut mettre le coût en regard du bénéfice, mais pas seulement du bénéfice privé, mais du bénéfice social généré par ces dépenses, parce qu'elle a des externalités de croissance. Mais alors, est-ce que l'économiste que vous êtes, et à partir des travaux qui ont été les vôtres, peut mesurer en quels termes il y a augmentation de valeur et en quels termes, au fond, cet investissement est productif? Sur la santé, j'entends, voilà. Cette fois-ci. Alors, eh bien, écoutez, pour le moment, bon, une première mesure, disons, alors je sais que le président de la République a demandé à Stiglitz et Sen de produire un rapport en expliquant que, là c'est toute une question, c'est de savoir quelle est la mesure de performance que l'on doit utiliser. Alors il y a eu des critiques, il y a des gens qui ont dit est-ce que le PIB par tête ou la croissance du PIB par tête, est-ce que c'est la bonne mesure? Mais je crois que c'est quand même une mesure incontournable, c'est-à-dire que quand même, alors c'est vrai qu'on peut regarder des mesures plus spécifiques, on pourrait dire voilà, il y a différentes mesures par exemple de bien-être, de consommation de certains types de biens. Il y a des indicateurs de bonheur, par exemple. Maintenant, il y a des gens qui mesurent le bonheur. On fait des sondages auprès des gens. Est-ce que vous êtes heureux, pas heureux, etc. Et ces études sont tout à fait intéressantes et valables. Mais je crois que quand même, on ne peut pas... Pardonnez-moi, mais pour l'économiste que vous êtes, les études sur le bonheur, est-ce que c'est quand même pas très subjectif? Ben justement, on a demandé à des économistes, la Fitoussi avec Stiglitz et Sen vont produire un rapport pour Sarkozy en expliquant que le PIB n'est pas le début et la fin de tout et qu'il y a d'autres indicateurs. Alors je ne sais pas encore le contenu du rapport, mais je crois que c'était sur ce thème qu'ils devaient réfléchir. Donc il y a des gens qui réfléchissent à disons, essayer de décomposer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on se rend compte que quand même, c'est la croissance, les pays qui n'ont pas de croissance, quand même, le bien-être ne se développe pas, quoi. Je veux dire, il y a, par exemple, s'offrir des bons systèmes de santé. Alors évidemment, la santé est à la fois un moteur de croissance, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut s'offrir quand on a un PIB par tête élevé. Ça fait partie des genres de choses il y a certains conforts, il y a quand même certains indicateurs. Par exemple, les seuils de pauvreté. Par exemple, on s'est rendu compte que l'Inde, qui a connu une forte croissance pendant les années 90, les seuils de pauvreté dans les zones urbaines ont été réduits en 10 ans de 39% à 12%. C'est quand même très important. Alors, bon, moi, je considère que le seuil de pauvreté, c'est un indicateur valable dans un pays. Alors, pour nos pays à nous, c'est d'autres indicateurs. On a nos seuils de pauvreté à nous. Mais je veux dire, je crois que quand même, la croissance, c'est ce qui fait qu'on vit beaucoup mieux, que l'individu moyen d'aujourd'hui vit beaucoup mieux que le plus riche des individus de la fin du 19e siècle ou du début du 20e. Je crois que c'est quand même ce qui soutient, ce qui nous permet de financer toute une série de dépenses. Même la démocratie, qui est un bien qu'on considère, et souvent va de pair, et souvent est une conséquence du développement. Le développement, très souvent, alors la Chine est encore l'exception, si vous voulez, qui n'a pas encore fait de transition démocratique. La démocratie est considérée comme également un bien, quelque chose d'important. Mais en fait, la plupart des pays qui sont développés, la Corée par exemple est un très bon exemple, ont fini par faire une transition vers la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses qui sont considérées comme disons, des biens, comme élevant le bien-être social, qui vont de pair avec le PIB par tête. Donc si vous voulez, la mesure que l'on prend, qui nous paraît une bonne mesure pour en tout cas démarrer, c'est le niveau et la croissance du PIB par tête. Et la question, c'est de savoir est-ce que, les améliorations d'espérance de vie, les réductions de taux de mortalité, alors il y a d'autres indices de santé qu'on peut regarder, là on a commencé avec ceux-là, est-ce que ça a une incidence sur le niveau de PIB par tête et en fait, ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait, il y a une incidence très très forte en fait de réduction, d'augmentation d'espérance de vie ou de réduction de mortalité sur ces indices de développement.